La Guinée-Conakry fait partie des pays africains ayant un taux de contamination élevé à la maladie à coronavirus. Parmi les personnes guéries figurent des journalistes qui partagent leur expérience. Précisément, je ne peux pas dire c'est avec telle ou telle personne que j'ai chopé cette maladie. Au début, je n'avais pas ressenti les symptômes parce que quand Rabiatou Serra a été déclarée positive le 17, nous journalistes qui avions donc couvert le conseil, on a décidé de se faire dépister. Et ce jour-là, on s'était rendu au niveau de Nongor. Ils nous ont dit non, que nous sommes des journalistes, nous sommes venus pour mener des enquêtes, comment ils travaillent du côté du CTE de Nongo. Ils nous ont refusé, donc c'était un samedi. Et le lundi, moi je me suis rendu au niveau de Donka pour le dépistage. Et le lundi, ça n'a pas été. On a été dépisté, imaginez-vous, le mardi. C'est 6 jours après, parce qu'on nous avait dit au CTE de Donka, 6 heures après, si on ne t'appelle pas, c'est que tu es négatif. Mais si on t'appelle, c'est que tu es positif. Mais quand on m'a appelé le lundi, c'était le 6e jour pour me dire que je suis positif. Sérieux, j'ai fondu en larmes pour dire, mais attends, certainement j'ai mis en danger ma famille, mes collaborateurs et pourquoi pas aussi d'autres personnes qui sont proches de moi. On m'a diagnostiqué le palu. J'ai pris des médicaments contre le palu. Malheureusement, la fièvre persistait. Et donc mon médecin traitant dans la deuxième clinique que j'ai fréquentée m'a demandé d'aller faire mon test de dépistage. Et c'est ce que j'ai fait. Donc moi je n'étais pas surpris quand on m'a annoncé que j'ai le coronavirus. Alors donc le lendemain, vendredi, on a été pris en charge. L'émotion exprimée par les proches, les amis, donc nous a laissé un peu perplexes. Et on s'est dit à un moment donné, est-ce que ce qu'on nous dit que cette maladie elle n'est pas fatale, est-ce que c'est vrai? Mais finalement on s'est rendu compte qu'elle n'est pas fatale si vous êtes diagnostiqué à temps. Au-delà de l'état psychologique des malades, les conditions d'hospitalisation également sont décriées par ces rescapés de la COVID-19, allant de l'hygiène à la restauration. Ce qui ne marchait pas, c'est que tu es en état de convalescence. On te donne des produits tels que de la chloroquine et du paracétamol, surtout de la chloroquine que tu dois prendre, par exemple, chaque 6 heures. Le petit déjeuner était servi tardivement. On pouvait des fois nous apporter le petit déjeuner à 9h40, 10h ou à 10h30. Le déjeuner carrément était servi à 15h ou à 14h. Imaginez cette distance quand on sait que l'organisme a besoin vraiment de l'alimentation pour que les produits puissent faire leur effet dans ton corps. Et si toutefois tu ne reçois pas à temps le manger, je pense que là, ça risque encore de créer d'autres problèmes. Nos toilettes étaient très très sales. Ça, on ne va pas se mentir. Il y a même un jour, je me rappelle, un certain monsieur qui était venu, il est tombé dans les toilettes. Mais pratiquement, on a vu les médecins, ils ont mis 45 minutes avant de venir. Donc, imaginez-vous, et le lendemain, on nous a annoncé que le monsieur il est décédé. Et je vous avoue que ce n'était pas facile. Et parce que quand nous partions au centre, on n'était que 40. Donc, la Guinée venait de connaître la maladie. On n'était pas nombreux, les dispositions des autorités étaient en train de prendre au fur et à mesure des dispositions. Donc ce n'était pas la prise en charge la plus parfaite possible. Mais on a été admis le vendredi et c'est vrai qu'on a bourlingué avant de recevoir nos premiers produits et c'est malheureux. Donc il a fallu attendre jusqu'à la nuit pour qu'on nous donne des produits. Et puis dimanche, là où nous étions, ce n'était pas très bien. Et le dimanche, il a été décidé de transférer tous les malades dans un autre centre plus commode. Les malades guéris déplorent également l'inefficacité de leur suivi une fois de retour chez eux, ainsi que la stigmatisation dont ils font l'objet. Et quand nous quittions, on nous a dit de nous confiner pendant 14 jours. Et tous les jours qu'ils devaient nous appeler pour relever, pour qu'on leur communique notre température, les paramètres. Et cela a été fait juste pendant 2-3 jours et après ils ne nous ont plus appelés. Le suivi aussi bien des contacts mais aussi des guéris fait vraiment défaut dans le pays. Il y avait la stigmatisation. Quand je suis sorti de l'hôpital, des fois même quand je sors par exemple pour les ablutions et autres,
quand les gens m'apercevaient, arriver à mon niveau, même s'ils n'ont pas leur bavette, ils les mettaient, ils couraient, ou encore des fois quand madame va au marché, en partant au marché par exemple, madame c'était vraiment, il fallait boucher les oreilles et fermer les yeux aussi parce que c'est vraiment stigmatisant. En quelques semaines, le nombre de malades est passé d'une quarantaine à plus d'1 millier, une hausse exponentielle due à plusieurs facteurs. Il y a la négligence d'abord de la population qui ne croit pas à cette maladie, beaucoup ne croient pas. Il y a aussi la négligence des mesures sanitaires qui ont été instaurées par les forces de sécurité qui laissent les gens passer. Et la distanciation sociale aussi n'est pas respectée. Les grandes personnalités qui ont importé cette maladie, d'autres cachent les maladies dans leur maison, qui contaminent leur famille. Donc il y a toutes ces raisons qui font qu'il y a une explosion de cette maladie. Tant qu'on ne décentralise pas, on ne veut pas trouver la solution. Parce que si on décentralise, c'est l'ANS, le ministère de la Santé, qui va vers la population. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est la population qui va vers l'ANS. C'est ce qui crée le problème. Parce qu'on vous dit, si vous avez des problèmes, appelez le 115. Compte tenu du nombre de personnes, est-ce que l'ANS peut venir chercher tous ces gens-là? L'ANS ne peut pas. Donc, tant qu'on ne décentralise pas pour dire, si vous êtes dans une commune, allez-y, le centre, la structure sanitaire la plus proche, allez-y là-bas quand vous avez des doutes sur vous pour qu'on puisse essayer de faire la prise en charge. C'est beaucoup plus facile pour les gens que de dire qu'ils vont se déplacer pour aller à Donka. Le problème, quand il y a trop de monde et qu'on n'a pas suffisamment de place, on n'a pas suffisamment de personnes pour pouvoir s'occuper de tout le monde, il va sans dire que ça va se répercuter sur le fonctionnement de la prise en charge. Quand on est dans une situation comme ça, il faut s'occuper de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? On sait qu'aujourd'hui, coronavirus, le vrai problème, c'est qu'il faut éviter, c'est les complications. Et les malades qui se compliquent doivent être en service de réanimation. Ils ont besoin de respirateurs. Et on n'en a presque pas. Pour les journalistes guéris de la maladie à coronavirus, leur amère expérience servira de panne pour voler au secours de leurs confrères. Mais tous les intervenants préconisent le renforcement de la communication et l'éveil de conscience de la population. L'État ne fait que donner des mesures, mais les respecter et les faire respecter, c'est nous les citoyens qui devons prendre conscience de l'ampleur de la maladie. Parce qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen pour le surveiller. Chaque citoyen doit savoir qu'il peut être un porteur ou bien victime d'un porteur. Donc, en prenant les mesures simples qu'on nous a demandées, je crois qu'on peut beaucoup faire pour diminuer le taux de progression de cette maladie. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.